sommes sur la L2 de la 507. Un trafic bien chargé ce matin. Vos inforoutes à partager au 04 42 38 08 08. France Bleu Provence Matin, France Bleu Provence Matin. On va vous parler aussi ce matin, et on le fait avec vous Jean-Pierre, des jardins familiaux qui sont assez nombreux, on peut le dire, à Marseille. Oui, il s'agit des jardins familiaux Joseph Héguier dans le 9e arrondissement de Marseille. Malheureusement, ce lieu magnifique et préservé devra sans doute laisser la place au bus boulevard urbain sud qui va relier la rocade L2 à la Pointe Rouge. Et comme la Cour administrative d'appel de Marseille vient de confirmer le caractère d'utilité publique du projet routier, les jours des jardins Héguier sont comptés. Et la première fois qu'on est arrivé ici, c'était presque par hasard et j'avais aucune idée de l'ampleur de ce que j'allais découvrir à l'intérieur. Ça nous a saisis, ça nous a cueillis. Le premier jour où on a vu ça, on a dit oh! Et à partir de là, on n'a plus qu'une seule envie, c'était de candidater, de postuler vite, le plus vite possible. Ça fait à peu près 45 ans que je suis là. 45 ans. Il n'y avait rien autour. Il n'y avait rien. Ici, c'était que des campagnes. Il n'y avait aucun bâtiment tout le tour. J'ai conduit quand un château sec qui commençait à se bâtir là. Tous ces bâtiments autour, après, ils ont été faits par la suite. Hein. On a été cerné après tout le tour par ces bâtiments, mais avant c'était qu'un chemin charretier, une voie sans issue d'ailleurs, et tout autour c'était que des campagnes. Voilà, là j'ai connu moi cette époque-là. Quand on a été pris comme ça dans un étau, quoi dire. Petit à petit on a été cerné. Et c'était un architecte qui avait acheté des appartements là, qui habitait sur la corniche. Et j'avais fait des travaux chez lui, avec un ami. On travaillait ensemble, il me dit, tiens, là, j'ai un jardin en bas, là. Tu viens, tu vas ramasser des cerises pour les petits. Et tout est parti de là. Je suis venu ramasser des cerises pour les petits, tout ça. Il m'a dit, bon, mais un jour, j'essaierai de t'en avoir un. Le jardin, il fallait passer par Mademoiselle Héguier. Mais enfin, c'était tout un cirque quand même. C'était pas évident pour entrer. Hein. Vous passez au crible, Mademoiselle Héguier. Hein. Fallait être catholique, faut être baptisé, fallait être baptisé, fallait que tes enfants... il avait fallu que je fasse un certificat médical pour mes enfants, comme quoi qu'ils avaient besoin de prendre l'air de la campagne. Mademoiselle Héguier. Attends, il fallait montrer patte blanche, je vous le dis. Hein. C'était... d'ailleurs, en bas, c'est marqué, ordre, travail, famille. Hein. Ça, vous savez ce que ça veut dire, ça, ordre, travail, famille. C'était le temps de péter ça encore, hein. Ordre, travail, famille. Mais enfin... Ça n'existe plus maintenant, c'est fini. Hein. Ça, c'est clair. L'idée première des jardins familiaux, elle a été développée par une députée du nord de la France qui s'appelait l'abbé Lemire. Ce monsieur est parti, il était député également. Donc il est parti du principe que les hommes étaient contraints, malgré eux, de dépenser le peu d'argent qu'ils avaient dans les tavernes, à consommer abusivement de l'alcool et du vin. Donc il s'est dit, il faut trouver quelque chose. Et il a eu cette idée magique de leur confier des parcelles de terre pour qu'ils puissent cultiver et apporter des légumes sains à leur famille. Et ça s'est répandu comme ça sur tout le territoire national. Petit à petit, ces jardins se sont créés, donc de manière un peu hétéroclite, pas du tout dans un esprit des jardins familiaux ouvriers, puisqu'à l'époque c'était les jardins ouvriers, où on aligne des parcelles avec des petits cabanons qui étaient tout petits, c'était juste pour mettre la brouette, le râteau et c'est tout. On n'était pas dans l'esprit convivialité, on met le barbecue, etc. On était vraiment dans l'esprit jardinier, on vient pour faire du potager. Sauf qu'ici, il y avait un bel espace. Donc au fil des années, des décennies, certains s'étaient installés, ont pu construire des grands cabanons comme ça, chose qui serait inadmissible maintenant, bien sûr, depuis pas mal d'années. D'autres ont construit carrément des petites maisons, puisqu'ils y vivaient. Hein, il n'y a pas si longtemps, 20 ans en arrière, les jardiniers vivaient encore l'été, ils venaient, comme dans le château de ma mère ou n'importe, c'était vraiment dans l'esprit des cabanons de Sorgnou, de Morjou et compagnie. Ils venaient à la mi-juin,
on va dire fin juin, et puis ils y passaient jusqu'au mois de septembre, les 2 grands mois d'été, hein, pendant les vacances scolaires. Et ils venaient, il y en a qui racontent, hein, qui venaient en scooter, enfin de l'époque, hein, les Lambretta et compagnie, ils venaient avec toute la famille, c'était chargé, et puis hop, ils s'installaient. Et c'est pour ça qu'on retrouve encore des vieux cabanons qui malheureusement sont détruits au fil des années quand on doit les détruire. Hein. Si on peut ne pas les détruire, on les garde. Mais où dedans, on retrouve un salon, une chambre, une salle de bain. Alors bon, il ne fallait pas demander où étaient évacuées les eaux, ni rien. Hein. Il n'y avait pas de côté sanitaire, ni rien à cette époque-là. Mais on est dans une période qui était comme ça, quoi. Et donc ils avaient leur petite douche, enfin pas solaire, mais leur petite douche, enfin, presque solaire, parce qu'ils mettaient une cuve au-dessus qui prenait la chaleur, et ça faisait la douche solaire. Enfin, c'était sympathique. Et puis il y avait une véritable vie de cabanonnier, comme on retrouve à Sorgnou, où les gens, il y avait le glacier qui venait, le boulanger qui passait dans les allées, et le dimanche ils achetaient leur pain, ils se réunissaient dans les allées. On parle de fête des voisins, mais déjà à l'époque c'était ça, c'était la fête des voisins, mais il n'y avait pas besoin de faire une fête, de dire un jour c'est la fête des voisins. C'était à chaque fois qu'ils se voyaient, le dimanche, c'était la convivialité au sens propre et pur du terme. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de rien du tout. Et la terre de Bonneveine qui venait à 7h, il fallait être là avec les seaux. Alors c'était aussi le moyen de tous se retrouver en bande, les copains. On était à 7h avec nos seaux et pour 10 centimes, on avait un pain de glace. Ils tiraient, ils coupaient, ils tiraient la longue pain de glace. Et pour 10 ou 20 centimes, ils nous les mettaient dans les seaux, on remontait, on les mettait dans nos glacières. Et on avait toute la journée du frais. J'ai mis des moustiquaires et puis des verres anciens, des verres, des tasses du cabanon que j'ai retrouvées dans la cave de ma mère, qui était dans le cabanon que j'avais là-bas à 200 mètres d'ici. Et voilà, donc je vais retrouver des anciennes choses des années 60, des verres et des tasses des années 60. C'était mon cabanon pendant 40 ans et mon jardin. Je revois mon père là. Bonjour monsieur. Oui. C'était mon cabanon avant quand j'étais petite. Est-ce que je peux rentrer et regarder là? Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Alors, le soir, quand on dormait là, c'était notre univers quoi. À nous, c'était à nous. On écoutait la musique, il y avait une piste, on dansait, on chantait, on jouait de la guitare, là, on jouait de la guitare ici. Et voilà, c'était... Il n'y a pas grand-chose qu'on changeait, un peu moins de verre, mais le décor c'est le même. Hein. Cure d'air, mais c'est quoi une cure d'air? Parce qu'en fait c'est un nom historique. La cure d'air, au départ, c'était offrir aux Marseillais un espace vert. Il faut savoir que tout autour de nous, il n'y avait rien. C'est la grande campagne. Même pas les élus de l'époque pensaient construire un jour un immeuble là. Donc, on offrait de la terre facile aux Marseillais. Et après, bien sûr, petit à petit, dire, il y a des lopins de terre qu'on peut aussi cultiver. C'est aussi leur donner la possibilité de manger, puis de manger déjà à l'époque, quelque chose de bio et de sain. Même si le côté bio n'existait pas à l'époque, parce qu'il était naturel de manger sain. Voyez un peu ce barbecue là. De quoi? Le plaisir d'être ici, ça n'a pas de prix. Ici, c'est vraiment le bonheur. C'est la sérénité. C'est même mieux que ça, c'est la tranquillité. Voilà, c'est prêt pour la sieste. La sieste l'été, à La l'ombre sieste des... d'hiver aussi. On a créé un environnement qui nous permet de recevoir en petit comité ou en grand comité
dans la campagne. On a l'impression d'être à la campagne. La campagne dans la ville. Ah oui, c'est un endroit d'exception. C'est notre cabanon, notre cure d'air. C'est l'endroit où, dès qu'on a un quart d'heure, on vient, ou même le midi, si on a une pause déjeuner un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée, vite, on vient, quitte à manger un sandwich ici, mais on est à l'air. On est à l'air, on respire, on n'entend plus les voitures, on entend les cigales, on entend les oiseaux, on a des écureuils qui courent dans les arbres au-dessus de nous. On est ailleurs. Il y a une énorme convivialité. C'est ça aussi les jardins, c'est la convivialité. C'est le jardin des amis, comme on dit ici. C'est l'endroit où on vient se reposer, où on vient éventuellement étudier, faire une sieste, préparer nos semis, préparer des fêtes et des anniversaires. Ici, on a la possibilité de recevoir nos amis, de recevoir la famille, comme si on vivait réellement à la campagne. On a fait le choix délibéré d'habiter près de notre lieu de travail. Comme ça, on prend beaucoup moins les transports, on fait beaucoup moins de routes. On s'y retrouve parce qu'en qualité de vie, on gagne des heures par jour. Alors oui, certes, on n'habite pas vraiment à la campagne, mais on a la chance d'avoir ce poumon vert au milieu. Et on a fait le choix d'habiter près de notre lieu de travail parce que c'est aussi mieux pour l'environnement. C'est 17 ans. 17 ans que nous apprécions cet havre de paix. Et nous habitons à proximité, ce qui fait que pour nous, c'est une résidence secondaire très intéressante, parce que, bon, comme vous pouvez le constater, voilà, tout pour passer un bon moment. On vient tous les jours, on mange là. Dans Marseille, un site comme celui-là, c'est de l'or. C'est la nature en plein centre-ville. C'est pour nous, vous vous rendez compte un peu les espaces verts qu'on a ici? Pour pouvoir les protéger, il faut pouvoir le garder, ce site. Et le jardin, on peut cultiver nos propres légumes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place. Hein. Quand on rentre dans le site, on n'a plus l'impression d'avoir des bâtiments autour. Ouais, regardez. Les arbres nous protègent. Oui, mais voilà. On les voit pas. Oui, le calme. On ne les voit pas. On ne les entend pas. On ne les voit pas. Presque la même tête. Ouais, parce que là, c'est le plus jeune moment que les cheveux. Ouais. Tu vois, il a beaucoup plus de cheveux. Ça fait jardinier, non? Avec un arrosoir. Et si j'en ai deux, ça fait encore plus jardinier. Ça fait 3 ans que je suis dans ce magnifique jardin partagé à Mazargues. En plein, pas centre-ville, mais dans la ville, puisque Mazargues, c'est un des 111 quartiers de Marseille. Le jour où j'ai découvert qu'il y avait 121 parcelles, les unes aussi belles que les autres, un endroit vert où justement le piéton est roi et uniquement, et où les plantes et les fleurs sont reines. Cela m'a beaucoup séduit, oui. À partir du moment où je suis ici, je suis coupé de toute pollution déjà sonore, hein, sauf le vent, et ça me va très bien. Après, je suis coupé de toute cette agitation, et voir du vert tout autour de moi, c'est simplement merveilleux. En plein dessert. Un petit dessert formidable. Après, c'est les invités qui diront si c'est excellent ou pas. Alors, le repas complet, en entrée, nous allons avoir un peu de taboulé. Et une soupe avec les légumes du jardin, une courge, du chou, des pommes de terre. Et en plus, voilà, je suis poète. J'ai bien aimé une fois quand on m'avait appelé le jardino-poète. Joyau de la Méditerranée, muette, vous admirez côté mer les îles, Rio, Jar, mer et le phare planier. Côté pierre, vos falaises déchiquetées. Affolé quand le vent d'est se lève, violent, il fouette vos rochers, vos arêtes. Faucon pèlerin, gabian, l'aigle de Bonilly rêve et vous rassure de la venue de la pluie. Justement, la poésie, comme je dis souvent, la poésie est libre et il faut qu'elle puisse s'exprimer
de tout univers qui nous est cher, auquel on entend les vibrations dans son soi. Et avec des mots, on a la chance de parler, de lire et d'écrire cette fabuleuse langue française que j'adore. Chapeau paille, 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 paillasson, 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 sol, sol, sonambule, 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 bule, bule. Les jardins, maintenant, depuis 2 ans, chaque article de journal qui parle du bus, systématiquement, les jardins familiaux sont cités. Donc ça, c'est déjà une grande victoire. C'est vrai que c'est quand même un espace de biodiversité, c'est pas simplement un truc au bord de la voie ferrée où les petits jardiniers viennent faire leurs 3 légumes, quoi, hein, et avec leur cabane pour les outils uniquement. Parce que c'est l'image qu'ils ont. Tous nos élus ont cette image-là. Et quand ils ont découvert que quand même il y a 110 familles qui vivent ici, mais c'est pas juste le papé qui vient pour faire ses légumes, c'est des familles complètes qui viennent, des enfants qui jouent, on peut faire des fêtes, enfin, etc. On n'est plus dans un domaine des jardins familiaux traditionnels. Je suis né au Nord-Vietnam, à Dien Bien Phu. Et après, avec la guerre d'Indochine, on a immigré, on a suivi le Mekong, on est allé au Laos, on s'est fixé à Luang Prabang. Et de là, je suis venu en France parce qu'il fallait faire le service militaire. Et depuis, je suis fixé ici. C'est des souvenirs d'enfance. Et puis, je voulais redécouvrir de ce que j'avais connu quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, tout ça. Et puis, c'est surtout en voyageant qu'on voit pourquoi ça ne pousserait pas chez nous, quoi. Et je ramène des graines, j'amène des boutures, j'essaie de trouver, de commander par Internet dans les autres pays. Parce que ici, c'est beaucoup de, pas d'arnaque, mais c'est des commerces avant tout, quoi. Essentiellement, moi, dans ce jardin, j'aime bien des choses qui n'est pas comme tout le monde, comme on dit. C'est pour ça que mon jardin s'appelle le jardin du Bouddha. J'essaie de partager toutes les fleurs qui viennent du Laos, du Vietnam, de Chine, tout ça, avec tous les jardiniers, que ce soit des aromates, des légumes particuliers, des fruits, qu'on y goûte, même des autres feuilles qui s'avèrent poison ou alors médicinales, tout ça. J'ai tout dans le jardin. Vous avez ici un pied les Japonais appellent ça des shiso. Quand on a des piqûres de moustiques, on le frotte un peu et on passe ça sur les piqûres et puis c'est radical, ça enlève des démangeaisons. Et puis surtout c'est pour manger, hein, c'est pas uniquement. Et le vrai nom c'est Periya. Shiso c'est japonais. Ça pique pas, c'est doux, Tout ce que j'ai planté ici, c'est asiatique. Ça, ce sont des concombres amers que je viens de ramasser, j'ai mangé. Ça, c'est pas amer, par contre, c'est des jambes de courges parfumées. Les courges parfumées, ça va grossir jusque là. Hein, il y en a 2 ou 3 là. Courges parfumées, et puis on le fait dans la soupe, des sautés. Ça, ce sont des concombres amers. Quand c'est mûr, ça devient rouge. Après, ici j'ai une courge australienne. Il est plat, la tête plate. Après, vous avez des loufas. Loufas, c'est des éponges végétales. On va les laisser ça sécher et
On récupère ce qu'il y a dedans, on vide de la peau, on enlève la peau, des graines, et on met ça dans le baignoire, mais c'est l'éponge végétale. Il faut aimer le jardin, ouais. Il faut aimer le jardin. Parce que si tu n'aimes pas le jardin, tu ne peux pas le faire, c'est pas possible. C'est prenant un jardin, c'est vraiment prenant un jardin. Je te dis, de 7 à 9h30. Tu passes 2h30 par jour. Mais il faut les passer, ces 2h30, il faut les passer quand même. Hein. Tu as toujours quelque chose à faire. Hein. Sinon, tu ne te mets pas à jour, le jardin, tu n'y arrives pas. Tu ne tiens pas un jardin. Ce qui peut produire un jardin comme ça, mais ce qu'on arrive à sortir là-dedans, depuis le début de la saison jusqu'à la fin, c'est incroyable. J'ai ramassé 3 agoras là-bas qui sont un peu plus jolis, tu vois. Et après, il y en a des tomates, tu ne sais plus quoi en faire presque. Voilà. Ça, c'est les cocos, tu vois. Ça, c'est les cocos blancs. Oh, sans forcer, il y en a bien au moins un bon kilo et demi ou 2. Mais encore, ça fait 3 fois que je ramasse. Tous les jours, tu ramasses 2 kilos de courgettes. Tous les jours, facile, 2 kilos de courgettes sans forcer. Tous les jours. Tu arroses la courgette, ça pousse à une vitesse terrible. Mais quand il y a ces chaleurs-là, tu l'arroses, le lendemain, elle est le double, la courgette. Moi, je te fais faire un sandwich. Tu vas toujours le faire après, ce sandwich. C'est le sandwich de ma jeunesse, ça. Tu sais, un sandwich à la tomate. Je faisais faire à ma mère. Elle attrapait une baguette entière, elle la coupait en 2. Elle te prenait 3 tomates, elle avait la patience. Je lui dis, maman, oh, tu me lèves la peau de la tomate. Elle levait la peau de la tomate, elle la coupait en 2, elle égrenait. Elle passait d'abord dedans bien de l'huile d'olive. Elle mettait sa tomate dedans, elle écrasait bien la tomate, tu vois, bien écrasée la tomate. Elle remettait encore une autre couche d'huile d'olive sur le sol. Elle me fermait tout ça. Et elle me passait toute la croûte de pain à l'ail, frottée à l'ail. Avec un petit peu de sel, de grammes dessus, tu vois, et la croûte frottée à l'ail. Tu manges ça, ce sandwich, hein, tu vas voir, oh, voilà, tu vois tout là. Un peu de poivrons, un peu d'aubergines. Poivrons, aubergines, courgettes, tomates, haricots. Ça te fait le marché, hein, je te le dis. Hein. C'est mon tempérament de faire tout à la bêche. J'ai aujourd'hui mon motoculteur. Tant que je peux le faire, je le fais. Le jardin, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Il faut entretenir le jardin. Hein. Moi, je le fais pour le plaisir. C'est pas pour avoir une récolte. Bon, j'en profite, d'accord, mais enfin, mon but, c'est de venir au jardin, de voir les plantes pousser. C'est agréable. Et puis, je suis en plein air. C'est surtout ça. Au milieu des cigales. Oui, en été, c'est les cigales. La quantité de tomates que je vais arriver à tirer des 3 rangs que j'ai, normalement ça devrait tourner autour des 600 kg, mais depuis que je suis ici, je n'ai jamais pesé, donc je ne sais pas combien je fais de...
Le poids total de tomates. Hein. C'est le principe du pressoir. Hein. On peut régler la pression. Plus on tourne, plus on fait avancer la vis sans fin et plus ça serre. Plus ça coule. Et plus c'est dur à tourner aussi. Hein. Ah, ça coule. Hein. « 100% bio. Ça c'est breveté. Hein. Là il y a 1,5 kg d'oignons. Allez, c'est parti. Ah, c'est très pâteux. On va rajouter la deuxième. Salé, poivré. Et une belle casserole hein, quand même. Hein. Change de couleur, elle était rouge tout à l'heure. En cuisant, elle devient orange. Allez, c'est parti, mise en pot. Il faut laisser un espace d'air. Là, tu mets combien de bocaux dedans? La totalité 10, c'est gros comme ça. 10, 5 et 5. Et voilà, on met ça. Fermé. Thermomètre. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Après une nuit de repos, c'est froid, on va pouvoir démouler. Là voilà 2. On va vérifier s'il a pris, oui, c'est bon. Il faut soulever la partie métallique pour être sûr que on est bien fermé, hermétique par la stérilisation. Et le dernier. Et voilà, tous bons. On faisait la demande déjà depuis à peu près 5-6 ans en prévision, ben voilà, on s'était dit le jour où on aurait des enfants, ben ça permettrait de pouvoir leur inculquer des valeurs, comment cultiver, manger des légumes sains. Non, ça de l'autre côté. Hop. Mais arrête de ramasser tous ceux qui sont pas... Ah si, c'est une orange? Oui, ça tu peux la prendre, tu peux la manger. C'est toi qui veux la manger. C'est moi? Merci mon cœur. Eux, depuis qu'ils ont 1 an et demi, quand ils voient un brocoli, ils savent le reconnaître. Hein, donc, puis voilà, ce goût des bonnes choses, pour l'instant, ils n'ont eu que ça. Voilà, j'ai mis dans la casette. Qu'ils sachent comment ça pousse, comment ça se récolte. C'est ça qui est important pour nous. Hein. Lui, c'est un professeur des écoles, hein, mais moi, je suis un professeur de jardinage.
Voilà, ce qui nous unit, c'est vrai qu'il avait besoin quand même d'être aiguillé pour le démarrage de son jardin. Et heureusement qu'Alain était là. Enfin, je sais que dès qu'il y a le moindre problème, la moindre interrogation, j'ai aucun souci. Hein. Il sait qu'on est là, on n'est pas avare de renseignements et de conseils, on n'est pas avare, au contraire. Hein. Ah oui, c'est plus que genre, on s'entend bien avec vraiment tout le monde, on discute des heures, donc c'est vrai que c'est le côté aussi plus le côté jardin, familial, côté familial. Qu'on ne retrouve pas le potager à la maison, hein, donc c'est vrai que... Non, ça, vous trouvez nulle part ailleurs. Pas dans des jardins comme ça, vous voyez, où il y a vraiment une bonne ambiance comme ça entre nous. Elle est rouge ou elle est noire? Un papillon. Parce qu'il me les ramassait au début, il me les ramassait rouges. Il mangeait comme ça, il les mangeait rouges. Acide, mal une acidité, c'était moi. Et j'ai dit, mais elles ne sont pas bonnes, vous allez m'attraper mal au ventre, arrêtez-vous un peu, mangez des noix. Des noirs. C'est-à-dire, j'ai ramassé des noirs. On avait dit noirs. Elle est belle, hein? Ah oui, en plus c'est la première fois, on ne devait pas en faire. C'est ma belle-mère qui nous a donné les graines qui lui restaient. Et ben, on ne regrette pas, ça fera la citrouille pour Halloween pour les petits. Donc du coup, vu qu'elle est bien mûre, je préfère la récupérer avant qu'elle s'abîme. On va faire pareil avec les autres. Hein. Vu le poids, ouais, je pense qu'elle doit être dans les 10 kilos là. J'ai mis la tare à 10. Et on arrive pile sur 20. Donc elle fait pile 10 kilos. Voilà. C'est les courgettes de Nice. Courgettes de Nice? Ouais. Pourquoi de Nice? Ben, c'est comme ça, c'est le nom? C'est le nom. Je t'explique. Tu enlèves la capsule, là, le dessus, tu enlèves. Tu prends un couteau et une cuillère, tu enlèves toutes les graines de l'intérieur. Une fois que tu as enlevé toutes les graines, tu mets ta farce de la viande, ce que tu veux, ou de la charcuterie, voilà. Et après tu le mets au four, tu remets ton truc par-dessus et tu le mets au four. Et tu manges. Et tu manges. Et tu te régales. Et ça descend bien. C'est la dernière récolte, j'arrache, je les donne aux collègues pour qu'ils les fassent en sauce. Je le coupe en morceaux pour faire du compost. Je suis arrivé en 75. J'étais jeune, j'avais 25 ans. J'en ai 70. Ah non, c'est une passion et c'est vrai qu'on est bien, on est tranquille ici, il y a une bonne camaraderie. Il faut aimer parce que à 25 ans, quand on vous voit ici vers le jardin, vos collègues ils vous prennent pour un fou. Mais bon, ben, ça m'a plu, je suis resté. Hein. La terre est de plus en plus basse.
Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est beau. Ça fait mal au dos. Mais dans un jardin sans produit, hein, il faut éliminer ce que moi j'appelle pas les mauvaises herbes, mais les concurrentes. Parce qu'en fait, dans ton jardin, tu ne mets aucun produit. Aucun produit et pas de bio non plus. Pas de bio non plus. Je m'autorise un terreau qui a été utilisé pour des champignons et que je réintroduis après au niveau du sol, qui me fait à la fois un paillage, un apport d'humidité et un apport de matière organique. Et pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que le bio, c'est sûrement mieux que le tout chimique, mais c'est pas inoffensif forcément. Je prends toujours l'exemple du pyrètre, qui est un extrait de chrysanthème, qui est excellent pour éliminer les pucerons, et les moustiques aussi. Et excellent, malheureusement, pour dégommer les abeilles. Tes récoltes, elles ne s'en ressentent pas? Probablement, au niveau quantité, au niveau taille, taille de l'objet, hein, mais je dis souvent mes pastèques ont la taille des melons, et puis elles s'en ressentent au niveau goût, mais là dans le bon sens des choses. Voilà, bienvenue dans notre petit rucher. Je suis arrivé dans les jardins à l'automne 2018. J'ai eu cette parcelle parce que j'ai précisé que j'étais apiculteur. Dès le début 2019, on a récupéré 2 essaims. L'année 2019 a été très dure dans la région pour les abeilles. À l'entrée de l'hiver, on a pu hélas constater que les 2 essaims avaient déserté. L'idée qu'on a tous les 3, Charles, Luc et moi, c'est d'essayer d'installer 2 essaims dans les 2 ruches maintenant. On voit que le cadre est chargé. Hop, la preuve. Et là, toutes les alvéoles sont fermées là. Faut... Ouais. Attends, de l'autre côté. Attends, je te le tourne. Travail dur, travail bien. Ça y va là. Là, ça y va. On va prendre celle-ci. Ouais. On vient de sortir. Ah non, on n'a pas touché ça. Là. C'est bon. Allez, replace là. Doucement. J'ai l'impression que plus le cadre est vieux, plus ils adorent. Parce qu'il y a des odeurs. Ils soulèvent d'abord. Tu prends, que tu sois sûr. Pour pas donner un coup de voilà. Et je vais faire tomber. Et je vais bien le prendre au milieu. Normalement, il existe une pince exprès. Ouais. Tu vois du couvain? Non, je vois pas. C'est ça la cellule, soi-disant, de reine, future reine. Où ça? Ah oui, la cloque, là, la boule. Il y en a 2. Il y en a plusieurs. Hein. Oui. Est-ce que c'est ça? Il y en a un 3e qui était en cours 2. Bon, mais en tout cas, il est bien gavé, celui-là. Il commence à être C'était bien... vide, c'était vide. Donc ça va remplir ici. Ok. Alors, celui-là, on se l'envoie... Tu as un tacal, si tu veux. On dit que c'est un grand pas pour l'humanité, avec notre costume. Des papous.
Il s'avère que les chauves-souris gobent 1 millier de moustiques par nuit. Quand j'étais petit, c'était des chauves-souris des tropiques. Ça n'a rien à voir avec ici. Ils vivaient dans des grottes, tout ça. Et qui fabriquent des fientes qui a beaucoup de valeur dans le jardin. En feuilletant tout le reste d'utilité des chauves-souris, il s'avère qu'il y a cette espèce d'Europe qui sont très utiles. Donc elles se lâchent et elles descendent comme ça, donc il ne faut rien mettre ici. Et là, il faut abîmer le bois pour qu'elles puissent s'agripper. Bon, ça c'est la théorie que j'ai trouvée sur internet. On va voir si ça marche. Hein. Voilà, normalement il faut 19 d'écartement. Je ne sais pas pourquoi 19, pourquoi pas 20, je ne sais pas. Aucune idée. Il faut du bois non traité. Ça c'en est. Donc on va voir comment ça marche. On va mettre du fil. Prendre du fil de cuivre pour attacher autour de l'arbre. La chauve-souris, c'est tout petit. Il suffit que leur tête passe à travers. Ils s'accrochent. Ils se pendent ici. Après, ils continuent à vivre dedans, s'ils se trouvent bien, quoi. Mais seulement, il faut connaître la hauteur, le sens de leur vol, de la position cardinal, on va dire, de leur passage. Je vais mettre ça là-haut d'abord. Les mésanges, elles venaient, elles faisaient tomber par terre et elles en mangeaient même pas 50%, donc j'ai changé de méthode. J'ai mis dans la brouette avec une grille dessus, il n'y a que les mésanges qui peuvent y descendre dedans. Quand il n'y en a plus, j'en remets à travers le grillage. Elles rentrent dedans et elles prennent un grain, elles sortent avec, elles vont le nettoyer, elles le cassent. Elles mangent la graine qu'il y a dedans, qui est riche en protéines et en, comment ça s'appelle, en huile. Voilà, elles ont niché juste au-dessus dans un pot en terre cuite qui est à l'envers. Cette année, j'étais bien content, mais c'était la première fois que je mettais ce pot et elles ont niché dans le pot. Donc l'année prochaine, je pense que j'aurai encore des locataires. Et ici, il y a des chauves-souris la nuit, il y a des martinets aussi. J'ai vu tout un paquet d'oiseaux guépiers, des guépiers qui tournaient, qui cherchaient un poste. Ils se sont mis derrière sur le chêne, ils ont passé la nuit là. Tu as déjà la grive, tu as le chacha. Bon, les tourneaux, n'en parlons pas, il y en a de partout, mais enfin, tu as les tourneaux, la grive, le chacha, le merle, qui vient aussi de merle, tu as les pinsons, tu as la chardonneret, les serins, tu as les rouges-gorges. Alors qu'ici, dès qu'il y a un oiseau qui chante, on l'entend tout de suite. Donc on voit passer des corneilles, on voit passer des gabions, des hirondelles, tout ça. C'est surtout quand on travaille, c'est surtout par le son qu'on se dit tiens, il y a tel oiseau qui est en train de passer ou qui est perché ou qui est... Donc j'ai toujours les oreilles ouvertes et dès qu'il y a des migrateurs qui passent comme justement les guépiers, on les entend. C'est très difficile à voir quand ils sont hauts, à 200-300 mètres, on ne les voit pas. Les oiseaux, c'est des êtres qui sont sans défense, sans rien du tout, quoi. Ils sont livrés à eux-mêmes et personne ne fait attention à eux. On fait des immeubles, on ne fait pas de nichoirs pour les hirondelles, on ne fait plus de nichoirs pour les moineaux. Et petit à petit, tout s'en va. On est en train de traiter pour les moustiques. Tous ces oiseaux se nourrissent qu'avec ça. Donc si on les aide pas un peu, d'ici quelques temps, nos petits-enfants ils verront plus d'oiseaux du tout, quoi. C'est ça qui est malheureux quand on regarde le nombre d'oiseaux qu'il y avait. Moi quand j'étais petit,
Il y avait des oiseaux partout, en pagaille, alors que maintenant, ça a, à mon avis, diminué au moins de moitié, largement. Il y a au moins 2 couples de huppes, j'ai vu. 2 couples. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Hein. Par contre, il y a le pivert aussi. Tu l'as pas vu, tu n'es pas tombé dessus, le pivert. Un pivert. On a entendu un pivert. J'ai vu un oiseau là-bas. J'ai entendu d'abord se débattre avec les ailes et tout, beaucoup de bruit. Et quand je suis sorti des toilettes, j'ai pas vu ce que c'était. Et une fois, je l'ai surpris, il était dans l'arbre, il attendait. Il m'a vu, il est parti d'un coup. Et tu peux le décrire? Oui, je peux le décrire. Ça ressemble. J'ai pas eu le temps de savoir si c'était une chouette, un hibou ou un rapace. J'ai vu juste le bord des épaules, des ailes, et puis la tête avec le bec. Avec un bec recourbé, c'est tout ce que j'ai vu. Ça a été tellement vite. La grosseur, on va dire à peu près comme ça, au moins 20-25. Au moins. L'aigle de Bonali, lui, il vient du parc national des Calanques. Il doit vivre là-bas, donc. De temps en temps, il vient faire un tour au-dessus de chez nous pour voir s'il y a quelque chose à grignoter. Bon, ils sont en haut, ils surveillent. Alors peut-être qu'à 5 h du matin, quand le jour est levé, il peut des fois venir manger ou se nourrir ici, hein, parce qu'il y a pour lui, il mange aussi des oiseaux. Hein. Une fois, je l'ai vu, quand j'étais au 33, il y avait des étourneaux au sommet d'un arbre. C'était un... Comment ça s'appelle un arbre où les branches étaient sèches. Les étourneaux, ils étaient en train de discuter entre eux, comme ils font là. Comme ça, de seul coup, l'aigle qui est arrivé par derrière, il en a pris un, il est tombé dans le jardin. Il l'a repris comme il faut avec les pattes, et avec les ailes, il se débattait un peu. Il l'a repris comme il faut, il est parti avec. Un étourneau. Sacré casse-croûte ce jour-là pour lui. Hein. La vidéo de cette chouette hulotte, oiseau de nuit protégé, a été réalisée par Roland dans son jardin le 9 août 2021 grâce à une caméra infrarouge. Elle prolonge les propos de Nicolas Crouzet, inspecteur de l'environnement et écologue au Parc national des Calanques. Le 18 novembre 2020, il alertait sur les inventaires faunistiques incomplets dans le dossier du projet du boulevard urbain sud. Il ajoutait que le tracé prévu se ferait sur un corridor de déplacement important pour des espèces protégées. L'ensemble des procédures du dossier s'est déroulé dans un engrenage sans tenir compte de toutes les connaissances expertes. Sans doute parce qu'on n'a pas voulu reconnaître la valeur écologique d'une réserve foncière préservée de toute urbanisation depuis 1931. Pourtant, cette réserve nous tend les bras pour matérialiser une trame verte rendue obligatoire par le Grenelle de l'environnement. Avec la réalisation du boulevard urbain sud, c'est un écosystème exceptionnel qui devrait être livré aux tronçonneuses et aux bulldozers. En plus des jardins, c'est une forêt urbaine, certains arbres atteignant l'âge de 150 ans. Elle abrite aussi des cures d'air, patrimoine unique d'une politique sanitaire locale en faveur des catégories populaires. Si le jardin est pensé comme un morceau du monde, à l'heure de l'urgence à agir contre le réchauffement climatique et ses catastrophes, l'arrêt du boulevard urbain sud, dans son tracé actuel, s'impose comme une évidence. Je trouve que l'être humain, à l'heure actuelle, se perd dans des trucs qui ne sont pas essentiels, quoi. Et le fait d'avoir un potager, enfin, vous réalisez qu'il y a autre chose que Internet, que la Freebox, que Netflix ou que les téléphones portables à 800 €. Et ouais, vous revenez à l'essentiel, en fait. C'est ça, le contact avec la terre qui est sain. Travailler la terre, il y a quelque chose de carrément primaire, on va dire. En plus, là, aujourd'hui, j'ai une paire de crocs, là. Mais c'est du plastique, désolé. Mais je suis bien dedans. Mais sinon, où je suis très bien, c'est quand je suis pieds nus aussi. Et là, vraiment, même des fois,
Quand l'été où on arrose, marcher dans la gadoue à pieds nus, tout ça, là, c'est délicieux. Alors donc il n'y a pas que travailler la terre, il y a aussi la vivre, la ressentir, l'aimer. On se ressource, on part, on est apaisé. C'est vraiment énorme. Ça a un rôle social aussi. On parle beaucoup avec les autres jardiniers, on fait des rencontres, c'est très agréable. Cultiver la terre, mettre les pieds, les mains dans la terre, ça fait du bien, ça amène de la sérénité, on se rebranche, on respire. Vous voyez, arrivé à notre âge, moi je me lève de la maison, je viens là, je passe une demi-journée, c'est le rêve. Vous oubliez tout, vous ne pensez plus à rien, vous pensez à avoir fait votre petit jardin, alors que vous serez à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous serez au bar, vous voyez, à table, d'un coup, vous faites une partie de cartes, une chose. Alors que là, il y a la vie quand même dans le jardin. C'est un lieu que si jamais il le lève, ça va nous manquer. Hein. À moi personnellement, quoi. Mais à beaucoup d'autres aussi. Hein. Ça va nous manquer parce qu'on est bien, quoi, ma foi. Moi, je pas honte de le dire, je suis comme chez moi, ici tranquille. J'ai un petit cabanon, je viens, voilà. Surtout maintenant que je suis à la retraite, je viens 4-5 heures tous les jours. Hein. Le site est très très bien fermé, on ne voit pas du tout l'intérieur. Quand on ouvre la porte et que c'est uniquement du verre à l'intérieur, mais sur autant de terrain, c'est tellement beau. Les gens sont stupéfaits et souvent ils nous disent mais est-ce que c'est vraiment ici qu'ils doivent faire passer la route? Mais c'est complètement fou. Là les gens réalisent l'ampleur de l'absurdité qui est en train de naître. Et de l'ampleur de la gravité de ce qu'ils veulent imposer. Le projet du boulevard urbain sud sera de traverser les jardins en venant en face, tout droit sur plus de 30 mètres, et rejoindre le jardin de la Mathilde. Donc il va couper carrément les jardins en deux. On va disparaître parce que le terrain sera coupé en deux, on ne peut pas travailler de chaque côté d'une route, c'est impossible. Donc ils sont obligés, de par la loi, de nous reloger sur un autre terrain. Moi je le qualifie de populaire. Oui. Je le qualifie de populaire parce que on a le concept du cabanon que vous allez trouver dans les calanques, qui appartiennent aux élites et qui ne seront jamais touchés. Et vous avez ce petit havre de paix en pleine ville qui est populaire, mais lui qui est menacé. On rejette le boulevard urbain sud, on le rejette tous ensemble. C'est massacre à la tronçonneuse, c'est une destruction totale du site. On nous resserre des projets qui ont 70 ans, qui n'a jamais été réactualisé, ou très très peu à la marge bien sûr, en fonction des immeubles qui ont été construits, sachant qu'on a construit encore des immeubles après que le projet ait été validé, ce qui fait que ça a détourné et que, comme pour les jardins, on n'a pas anticipé, comme si on ne savait pas que la culture urbaine, les jardins urbains sont une nécessité pour l'avenir. Et c'est dommage qu'ils veulent nous faire passer cette route, parce que bon, on n'aura jamais ça, on n'aura jamais plus ça. De toute façon, même s'ils nous donnent d'autres terrains et tout ça, ça sera jamais la campagne aiguë. Hein. Nous, on arrive au bout du rouleau, comme on dirait. Mais enfin, il y a la jeunesse qui suit derrière, mais enfin, nous, on est plus près de la racine que de la fleur du pissenlit, nous, maintenant. Hein. Donc, mais il y a la jeunesse qui vient derrière. Hein. Si on me lève ça va me faire drôle parce que je vais aller, je bois pas, je fume pas, je vais pas dans les bars, je vais pas au jeu de boules. J'étais ici, quoi. C'est mon deuxième truc ici, voilà, c'est comme chez moi. Ah oui, ça va nous faire des gens malheureux dans le sens où on n'aura plus ici pour venir, pas malheureux dans le sens où pour la récolte des légumes et tout, hein. Malheureux pour le temps passé, pour les lieux aussi. Ben, je crois que c'est un point sur lequel les gens qui sont ici se rejoignent. Quand je dis ici, je ne pense pas qu'au jardin, je pense aux différentes structures qu'il y a autour, au parc de la Mathilde, etc. Forcément, moi j'ai envie de m'opposer je m'oppose par la pensée à ce truc-là. C'est justement avec des bus
pas des boulevards urbains sud, mais avec des véhicules de transport en commun qu'on pourrait essayer d'approcher la solution en limitant le nombre de voitures et pas en leur faisant des axes pour circuler, quoi. Ils vont nous enlever la moitié du jardin, mais ça va être un massacre. Là, on rétrograde au lieu d'avancer pour la vie moderne. C'est pas à faire, il faut défendre ce jardin. Là, nous ici, on est là sur la voie. On est sur la voie. Ouais, nous, on est directement sur le tracé route, du bus. On fera partie des premiers qui vont être virés. Essayer de penser à venir. Maintenant, on est dans la biodiversité, il faut des espaces verts dans les villes, il faut pouvoir respirer. Et on le voit, quand on rentre dans les jardins, tout le monde est surpris en été. On passe la porte, on a une impression de fraîcheur, qui est qu'une impression, parce qu'on a peut-être 1 degré ou 1,5 degré de moins qu'à l'extérieur, mais on a cette impression de fraîcheur. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, tout le monde le dit dans les spécialistes, que dans les villes où il y a beaucoup d'espaces verts, on arrive à faire tomber, je ne sais plus, c'est 10 ou 15% de forêt ou d'espaces verts, on arrive à faire tomber de 1 degré à 2 degrés la température. C'est une hérésie de détruire un poumon de Marseille pour construire des routes. Et on s'en rend compte d'ailleurs avec la partie du bus qui a été ouverte. Alors ça fait des grandes allées, c'est sûr, avec une voie de bus, une piste cyclable, de beaux trottoirs. Mais on perd cette verdure, il n'y a plus cette verdure. L'été c'est chaud, là, les arbres apportent pas mal de fraîcheur. Et puis en plus de ça, de l'oxygène. Ce sont des poumons, les poumons de la ville. Donc si on les détruit, c'est dommage. Les jardins que je les ai faits, ça a été la plus belle chose que j'ai pu avoir, comme cadeau, parce que bon, c'est pas évident en centre-ville comme ça de se trouver un jardin comme ça, potager. Ah, ce monsieur Heguet, c'est un beau cadeau qu'il nous a fait là, aux ouvriers. Et pour moi, c'est un paradis. Si le paradis est comme ça ne me gêne pas de mourir. Passe le portillon, on a l'impression que c'est comme dans Alice au Pays des Merveilles. Là. Si on peut garder le jardin tel quel, ça sera une bonne réussite pour nos petits-enfants, nos petits-enfants, surtout les petits-enfants, parce que les zones vertes à Marseille commencent à se faire rares. Ils sont en train de construire de partout. Et les gens ils vivront dans le béton et la chaleur avec des clims. Au lieu de venir au jardin tranquille, là il fait chaud, mais avec un peu de vent on est bien. C'est tenable. Si on était sur de l'autoroute ou sur du macadam, je pense pas qu'on tiendrait le coup ce matin. Pour moi, c'est un lieu de bien-être. C'est un lieu de nature, c'est un lieu de rencontre aussi. Je rencontre beaucoup de gens que je pense que je n'aurais pas rencontrés dans un autre contexte. S'il y avait qu'un mot, j'aurais envie de dire bonheur, parce que même si c'est de la fatigue, même si je suis encore en activité, donc c'est souvent après le boulot ou alors le week-end, c'est de la belle fatigue, c'est un petit peu ce qu'on se disait au début quand je te disais la Terre elle est de plus en plus basse et d'année en année elle sera de plus en plus loin, mais qu'est-ce que... Oui, voilà, c'est ça, un lieu de bien-être, un lieu de bonheur. Au-delà du simple légume, de la tomate qui va être super bonne, qu'on va faire pousser dans son jardin, et le plaisir de l'avoir fait pousser, bien sûr, parce que c'est tout un processus, il y a aussi ce besoin de montrer aux enfants, de les faire vivre dans une ville, mais tout en gardant à l'esprit que la nature, elle est là, et qu'elle restera toujours là, mais qu'on est en train de la détruire. Voilà. Et que la nature est toujours plus forte que nous, mais faut-il encore pouvoir la préserver. Et que si nous, on veut continuer à vivre dans cette nature, il faut qu'on y pense, il faut qu'on la préserve, et ça peut commencer effectivement par la petite graine qu'on met dans un pot et qui montre d'un coup, comme Jacques et le haricot magique, en bande dessinée de nos enfants, et qu'on peut arriver vers un paradis. Le paradis, c'est notre terre.
partout, puis s'égratigner les genoux, rêver du soir au matin, aller toujours un peu plus loin. Allez, 1, 2, 3, cours dans les bois, écoutez chanter l'eau du ruisseau, être à l'affût des renardeaux, dormir sur la mousse des bois et offrir son cœur à la joie. Climbing a tree. Allez, 1, 2, 3, cours dans les bois, serrer un arbre tout contre soi. Salut à toi, copain de bois, lui fredonner cette chanson.